Bonjour les amis, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, pour cette nouvelle vidéo, je vous propose de reprendre un concept que j'ai laissé en sommeil depuis près d'un an. Il s'agit des instants réflexion. Et pour ce 4e épisode de cette série, je vous propose d'évoquer un sujet passionnant dont je n'ai jusqu'alors pratiquement jamais parlé dans mes vidéos. Il s'agit de la conquête spatiale. Comme vous le savez, nous venons de célébrer les 50 ans de la mission Apollo 11 qui vit les astronautes américains Neil Armstrong et Buzz Aldrin devenir les premiers hommes à poser le pied sur notre satellite, la Lune. C'était le 21 juillet 1969. Mais plutôt que d'évoquer le passé, j'avais envie de parler avec vous du futur, c'est-à-dire des futures missions humaines sur la Lune, mais aussi sur la planète Mars dans les années, voire les décennies à venir. Depuis la fin de la guerre froide, il n'y a plus seulement deux superpuissances spatiales que furent et que sont toujours l'ex-URSS, c'est-à-dire aujourd'hui la Russie, et les États-Unis. On retrouve dorénavant d'autres acteurs spatiaux majeurs comme l'Europe, la Chine, le Japon ou encore l'Inde. Et surtout, la conquête spatiale n'est plus l'apanage seulement des nations, puisque plusieurs entreprises privées ont été spécialement créées pour ce domaine, créées par des milliardaires très ambitieux qui investissent des sommes considérables. Aujourd'hui, les 3 entreprises spatiales privées les plus connues sont SpaceX, fondée par Elon Musk, Blue Origins, appartenant à Jeff Bezos, ou encore Virgin Galactic, propriété de Richard Branson. Depuis la dernière mission lunaire sur la Lune, Apollo 17 en 1972, plus aucun humain n'a posé le pied sur la Lune. Après près d'un demi-siècle d'attente, toutes les agences spatiales les plus importantes, celles des grandes puissances spatiales, travaillent d'arrache-pied pour repartir à la conquête de la Lune. Dès avril 2017, la NASA a annoncé son intention de lancer une station spatiale en orbite autour de la Lune dont les différents modules seront lancés et assemblés entre 2022 et 2026. Nom de ce projet, Deep Space Gateway. Surtout, les Américains ont annoncé officiellement en mai 2019 le programme Artemis qui doit permettre d'envoyer à nouveau des astronautes américains d'abord en orbite autour de la Lune entre 2020 et 2022, puis sur le sol lunaire dès 2024 et non en 2028 comme c'était initialement prévu. La NASA a donc seulement 5 ans devant elle pour accomplir sa mission. Dans le même temps, les Américains doivent faire face à la concurrence d'autres pays dans la course vers la Lune, au premier rang desquels se trouve la Chine. L'Empire du Milieu a frappé un très grand coup en janvier 2019 avec l'alunissage de la sonde Chang'e 4 sur la face cachée de la Lune, une première, et ce 6 ans après le lancement de la première sonde chinoise sur notre satellite. Comme Washington, Pékin a pour ambition d'envoyer des hommes, ou taïkonautes comme on les appelle en Chine, marcher sur la Lune, et ce d'ici une dizaine d'années. La CNSA, l'agence spatiale chinoise, ambitionne de bâtir une base scientifique dans la région du pôle sud de la Lune. La Russie a également exprimé son intérêt à envoyer des cosmonautes sur la Lune. L'agence spatiale Roscosmos développe une nouvelle navette spatiale baptisée Fédération et qui doit envoyer un équipage de spationautes russes en orbite autour de la Lune d'ici 2025. Et ensuite, par l'intermédiaire de son programme baptisé Luna Globe, Moscou prévoit de mettre des Russes en orbite autour de la Lune, puis de les faire allunir sur notre satellite aux alentours de l'année 2030. Même le Japon a indiqué qu'il avait pour ambition d'envoyer des hommes sur la Lune, des Japonais sur la Lune, aux alentours de 2030. D'autres pays ont des ambitions lunaires qui se limitent à l'envoi de sondes et autres satellites. C'est le cas de l'Inde qui vient de lancer depuis la Terre par une fusée la sonde robotique Chandrayaan-2 qui a décollé de l'Inde le 22 juillet dernier et qui devrait arriver sur la Lune d'ici le 7 septembre 2019. Quant à l'Europe, l'Agence spatiale européenne, l'ESA, qui regroupe 22 pays du vieux continent, envisage l'envoi d'une mission lunaire non habitée à l'horizon 2025. Bien entendu, ces expéditions lunaires nécessiteront un support financier gigantesque qui s'élèvera probablement à plusieurs dizaines de milliards de dollars. Actuellement, aucune
agence spatiale ne dispose d'un budget suffisant pour atteindre ses objectifs, même la NASA, qui dispose pourtant d'un budget qui s'élève à plus de 20 milliards de dollars, soit plus du double de ses consoeurs chinoises et européennes. Dans les années 60, afin de pouvoir financer le programme Apollo, les États-Unis ont fait littéralement exploser le budget de la NASA qui, de 7 milliards en 1960, a grimpé jusqu'à 59 milliards en 1964 avant de redescendre à 36 milliards en 1969, année du lancement de la mission Apollo 11. Cette fois-ci, pour mener à bien le programme Artemis, les Américains comptent sur le soutien des compagnies spatiales et aéronautiques privées comme SpaceX, Blue Origin, Boeing ou encore Lockheed Martin pour la construction des futures fusées, alunisseurs, capsules de lancement ou autres capsules habitées. Justement, outre les États, les acteurs privés s'activent dans le développement de leur propre mission spatiale. D'ici 2023, grâce au financement d'un milliardaire japonais, l'entreprise SpaceX espère lancer la mission Dear Moon, qui n'est ni plus ni moins qu'un projet de tourisme spatial. Les voyageurs qui auront la chance de se rendre dans l'espace tourneront d'abord autour de la Lune avant de revenir sur Terre. Le coût probable du ticket de voyage autour de la Lune s'élèvera probablement autour des 200 000 $. Autant dire que ce n'est pas du tout donné. Alors que la plupart des agences spatiales publiques et privées pensent à la conquête ou à la reconquête de la Lune, certains ont le regard déjà tourné vers un autre objectif encore plus ambitieux et éloigné. Je veux parler bien sûr de l'ambition d'atteindre la planète rouge Mars. Pour le moment, aucune agence spatiale ne dispose d'un projet et encore moins d'un calendrier précis pour une mission habitée martienne, même si la NASA a pour ambition d'envoyer des hommes sur Mars dès 2033, soit seulement dans 14 ans au moment où je publie cette vidéo. Les prévisions les plus optimistes estiment toutefois que le premier voyage vers la planète rouge n'aura pas lieu avant au moins 2035-2040. La NASA envisage de construire un nouveau type de module spatial baptisé Deep Space Habitat, spécialement conçu pour le long périple spatial vers la planète rouge. Il faut dire que les contraintes d'un voyage martien sont bien plus nombreuses et importantes que celles d'un voyage lunaire. La contrainte la plus importante est évidemment celle de la distance entre la Terre et Mars et la durée du voyage pour se rendre de la planète bleue à la planète rouge et vice-versa. En fonction de sa position par rapport à la Terre, Mars peut se situer de 55 à 400 millions de kilomètres de nous. On estime ainsi qu'en l'état actuel des technologies spatiales, le temps de trajet entre les deux planètes s'élèverait de 6 mois à près de 2 ans et qu'en fonction du temps passé par les astronautes sur le sol de la planète rouge, une mission martienne durerait au total entre 640 et 910 jours, soit environ 2 ans. Pour rappel, la mission Apollo 11 a duré au total 8 jours, 3 heures et 18 minutes, et les voyages aller et retour ont chacun duré à peu près 3 jours. Les scientifiques travaillent actuellement sur le propulseur de la fusée qui permettra d'envoyer des hommes sur Mars. Certains suggèrent que l'on utilise l'énergie du soleil avec des panneaux solaires installés sur la navette spatiale, voire pourquoi pas une énergie nucléaire pour augmenter la vitesse de la navette spatiale. Bonjour la pollution. Une autre contrainte que pose un voyage martien, souvent ignoré et pourtant majeur, est le risque de radiation généré par les rayons du soleil ainsi que par les rayons cosmiques. Les astronautes voyageant dans la navette, les transportant vers Mars, seraient exposés à de telles quantités de particules radioactives que leur vie serait directement en danger. Ils pourraient ainsi développer des cancers, notamment dans leurs intestins, dans leurs estomacs, tandis que les rayons du soleil et les rayons cosmiques pourraient également endommager les systèmes de communication entre la navette spatiale et la Terre. Dernière contrainte majeure liée à la longueur d'un voyage Terre-Mars, les effets de l'impesanteur sur les os, les muscles ou encore sur le système sanguin. Autant dire que les astronautes qui voyagent pendant plusieurs mois dans la Station spatiale internationale connaissent des douleurs importantes, mais qui ne seraient probablement rien par rapport à ce que pourraient connaître ceux qui auront malgré tout la chance de se rendre sur Mars. Cela fait des décennies
que les astronomes travaillent sur une mission sur la planète rouge. Le premier à avoir développé des plans sur ce sujet n'est autre que Wernher von Braun, l'ancien scientifique nazi recruté par la NASA et qui a grandement contribué au succès de la mission Apollo. Et ce, dès la fin des années 50. C'est en effet dès la fin des années 50 que Wernher von Braun a commencé à étudier la possibilité d'un voyage humain sur la planète rouge. Si la NASA est l'agence ayant les plans les plus élaborés pour se rendre sur Mars, elle n'est pas la seule à s'y intéresser. L'agence spatiale chinoise prévoit d'envoyer des taïkonautes sur le sol martien d'ici 2040-2060, tandis que sa consoeur russe a pour objectif de faire atterrir des cosmonautes sur la planète rouge vers 2040-2045. De son côté, Elon Musk a annoncé en 2016 son ambition de lancer sa propre mission habitée martienne avec sa compagnie SpaceX. Évidemment, le véritable enjeu de ces missions spatiales est avant tout politique. On peut d'ailleurs se demander si les États-Unis auraient lancé le programme Apollo pour aller sur la Lune, si les Soviétiques n'avaient pas lancé la course à l'espace en premier avec le lancement du satellite Sputnik en 1957. La rivalité entre puissances n'empêche pas une coopération poussée dans le domaine spatial, l'exemple le plus célèbre actuellement étant bien sûr la Station spatiale internationale, l'ISS. Lancée en 1998, elle cessera d'être utilisée vers 2024. Toute la question est de savoir si les principales puissances spatiales continueront à collaborer ensemble après l'ISS ou si, au contraire, elles construiront chacune de leur côté leur propre station spatiale. D'ores et déjà, on peut souligner que le grand absent parmi les pays qui collaborent ensemble dans l'ISS n'est autre que la Chine, qui a pour ambition de construire sa propre station d'ici quelques années. Au même moment, enfin il y a quelques temps en 2018, l'administration américaine de Donald Trump a annoncé son intention de diminuer progressivement sa participation financière à l'ISS, ce qui pose de graves problèmes pour son futur en matière de financement. Est-ce que les États-Unis, comme la Chine, construiront leur propre station spatiale? Et dans ce cas, est-ce que la Russie, l'Europe séparément, voire ensemble avec d'autres pays comme le Japon ou l'Inde, construiront encore une station spatiale où ils collaboreront ensemble? Telle est la question. Mais on ne peut pas nier le fait que l'intérêt scientifique de ces missions humaines sur la Lune et sur Mars est considérable. Sur le plan géologique, la découverte de nouvelles roches permettrait de mieux comprendre les origines non seulement de la Lune et de Mars, mais aussi de la Terre et de l'ensemble du système solaire. Dans le cas de Mars, des missions humaines permettraient de développer des serres où on pourrait faire pousser des plantes qu'on aurait apportées de la Terre et qu'on pourrait plus ou moins peut-être adapter dans le futur, si on a les connaissances scientifiques pour le faire, à l'atmosphère martienne. Et sur le plan météorologique, une analyse de l'atmosphère martienne permettrait de mieux comprendre les principaux éléments qui la composent et de comprendre pourquoi il y aurait pu y avoir peut-être dans le passé de la vie sur Mars et pour quelles raisons l'atmosphère martienne a été incapable de conserver cette vie sur Mars. Les missions spatiales d'une telle envergure permettent des progrès importants sur le plan technologique qui affectent aussi bien le domaine scientifique que celui de la vie quotidienne, comme ce fut le cas avec la mission Apollo. On peut d'ores et déjà imaginer les conséquences positives qu'aurait une future mission spatiale humaine sur la Lune ou sur Mars sur des domaines aussi variés que le transport aérien ou encore la géolocalisation. Ce qui pousse avant tout tous ces pays à se lancer dans ces aventures très onéreuses, c'est le besoin de réaffirmer le patriotisme, pour ne pas dire l'orgueil national, et la supposée supériorité du modèle de ce pays sur ses concurrents. On peut dire aussi que l'ambition des milliardaires avec la constitution de ces compagnies privées est extrêmement forte. On peut presque parler parfois de mégalomanie pour certains. Au final, ce qui serait souhaitable, même s'il y a malheureusement peu de chances que cela se produise, c'est que toutes les grandes nations spatiales, toutes les grandes puissances de l'espace que compte notre planète, au lieu de se faire la course dans les étoiles, une sorte de Star Wars réaliste mais bien moins amusant, ces nations travaillent main dans la main afin de pouvoir reposer le pied sur la Lune, voire pourquoi pas que des astronautes, des spationautes, des cosmonautes et autres taïkonautes voyagent tous ensemble dans une seule et même fusée à la conquête de Mars. Voilà, c'est sur ce mot que je vous propose d'achever ce 4e épisode de l'Instant Réflexion consacré, ou plutôt au questionnement des potentielles futures missions humaines
sur la Lune et sur Mars. J'espère que cette vidéo vous aura plu. Dites-moi s'il vous plaît dans les commentaires si ce format des vidéos instant réflexion vous plaigne. J'aimerais beaucoup savoir quel est votre sentiment précis sur ce genre de vidéo. En tout cas, n'oubliez pas de partager celle-ci, de l'aimer, de la liker, de la partager avec vos amis, avec vos proches et votre famille. N'oubliez pas non plus évidemment de me suivre également sur Facebook, Instagram et Snapchat. Et surtout, s'il vous plaît, abonnez-vous à ma chaîne YouTube. Je vous remercie encore tous de votre soutien. Cela me fait vraiment chaud au cœur. En attendant, je vous dis à très vite pour de nouvelles aventures palpitantes. Bon voyage cosmique les amis, salut!